7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Le club de la presse repart. Arrêtons-nous ce matin sur une passe d'armes discrète qui a eu lieu ce week-end entre deux ministres du gouvernement. D'un côté, Gabriel Attal, au compte public, en une du Parisien dimanche, il nous explique que les Français qui bossent doivent être la priorité du gouvernement. Tiens. De l'autre, Clément Beaune, il était l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos dimanche, en désaccord. Très clair avec la formule de son collègue. Ah oui, attention aux mots qui blessent, disait Clément Beaune. Attention au mépris social, a-t-il dit sur notre antenne. C'est très intéressant parce que en fait, c'est un débat politique stratégique. À qui le gouvernement prétend-il s'adresser? Qui croit-il que sont ses électeurs? Est-ce qu'il faut parler à tout le monde ou bien est-ce qu'il faut concentrer son propos sur cette France laborieuse qui a l'impression de payer pour ceux qui ne bossent pas et qui s'agace quand, par exemple, paraît un nouveau chèque? Il y en a sur le chauffage au bois qui est sorti hier et qui s'adresse jusqu'aux gens touchant jusqu'à 1,7 SMIC, un seuil donc un petit peu plus élevé que le traditionnel 1,6 SMIC. On en parle ce matin avec nos deux éditorialistes du jour. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Et François Calfon qui est avec nous, éditorialiste politique, membre du bureau national du PS. Bonjour François. Bonjour. Alors ça vous inspire quoi, vous, cette dissension? On sent qu'il y a un désaccord au sein du gouvernement. Classe moyenne prioritaire ou pas? La réalité, elle n'est pas celle-là. La réalité, c'est que la France qui travaille ce matin, les bouchers, charcutiers iront, donc c'est la France qui bosse, et ont manifesté parce que leur coût de l'énergie explose et parce que les travailleurs, les producteurs, que ce soit d'ailleurs les employeurs ou les salariés, avec le coût de l'énergie, sont sanctionnés. Et en fait, mon ami, c'est la finance avec ce gouvernement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ceux qui ont été les spéculateurs de crise auraient dû participer de la solidarité nationale. Je pense à Total Énergie, je pense à CMA, CGM. Il y avait plusieurs dizaines de milliards d'euros à redistribuer. Mais j'entends bien que dans votre questionnement, il y a une question derrière, c'est finalement, est-ce que... la classe moyenne est-elle la grande oubliée de la politique gouvernementale? C'est ça la question, c'est très simple. Non, la classe moyenne n'est pas la grande... Non, la classe moyenne n'est pas la grande oubliée. Par contre, les classes populaires laborieuses qui vivent à l'euro près, c'est pas que c'est les oubliés. Alors attendez. On va être clair sur les termes. C'est quoi la classe populaire laborieuse par rapport à la classe moyenne? C'est les personnes qui ont des difficultés. Vous savez, on a 10 déciles dans la population. Dans les déciles, puisque le salaire médian, il doit être à 1 800 euros net. Jusqu'à 2 000 euros, on est quand même Alors, ça dépend où on habite, mais on n'est pas là pour faire un cours d'économie. Mais si vous habitez à Paris, vous êtes clairement pauvre, 2 000 euros par mois. Si vous êtes dans des coins où le logement ne coûte rien, puisque c'est ce qui coûte le plus cher. Voilà. Non, mais je veux dire, dans les aides publiques, on a des seuils et on voit que généralement, que ce soit les exonérations autour du SMIC, au-dessus d'1,6 SMIC, ça s'éteint. Donc on a moins de salaire net. Si on regarde les aides publiques, c'est souvent au-dessus d'un SMIC, les travailleurs pauvres, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, c'est quand même plutôt les oubliés de ce gouvernement, parce que finalement les choix fiscaux qui ont été faits, il y a eu des baisses continues d'impôts, mais les choix fiscaux, ils sont plutôt du côté, alors on peut toujours dire que c'est bien, de la flat tax par exemple, qui coûte beaucoup, plutôt du côté des impôts de production que de ceux qui vont devoir travailler plus longtemps en cotisant toujours plus longtemps. Alors, définition assez imprécise, parce qu'on pourra toujours me dire c'est quoi les classes moyennes. Statistiquement, on dit c'est entre décile 3 et 7. Et on va laisser Mathieu Bocoté. Non, en fait, je pense que vous parlez d'une discrète passe d'armes entre Clément Beaune et Gabriel Attal. Moi, je trouve que c'était pas si discret que ça. C'est-à-dire, d'un côté, on a Gabriel Attal qui faisait du Vauquier, ce qui n'est pas une insulte, soit dit en passant, qui faisait du Vauquier en parlant des classes moyennes qui sont spoliées en quelque sorte, qui travaillent sans jamais profiter véritablement ni du fruit de leur travail, ni des services publics qu'ils financent. Globalement, c'est ce qu'on comprenait. Et de l'autre côté, Clément Beaune, qui est l'aile gauche de la majorité, qui, quant à lui, stigmatisait le vocabulaire stigmatisant de Gabriel Attal. Sur le fond des choses, la question des classes moyennes est une question qui traverse l'ensemble du monde occidental aujourd'hui. Les classes moyennes ont deux peurs, fondamentalement. La peur de déclassement économique réel, la peur d'une dégringolade. Elles n'ont plus la certitude, ni même l'espoir de voir la génération qui suit, voir sa situation s'améliorer. Ils ont toujours l'impression d'être... Il suffirait d'une secousse, il suffirait d'un grand bouleversement pour voir leur situation dégringoler. Mais sont-elles les oubliés de la politique gouvernementale? Je pense que ça ne s'inscrit pas simplement dans le cadre d'Emmanuel Macron. Prenez ça sur le temps long. Les classes moyennes sont... Alors, si on utilisait un vocabulaire polémique, ce qui n'est pas ce que je ne ferais pas, on dirait qu'il y a une forme de kleptocratie
méritocratie fiscale dans nos sociétés aujourd'hui. Je n'irai pas jusque-là. Mais s'il y a une forme de surpressurisation fiscale, et ça, je pense que c'est fondamental. Regardez à l'échelle de l'Europe et du monde occidental, le poids fiscal, le poids des taxes, le poids des différentes contributions qu'il faut payer à l'État pour être capable simplement de traverser l'année, c'est immense. Donc ça, je pense que c'est tout à fait réel, un sentiment d'être dévalisé à temps plein. Et je pense qu'il faut le nommer. Ensuite, est-ce que c'est un sentiment excessif? Ça reste à voir. Mais que ce sentiment soit présent, si on ne le nomme pas, eh bien, on passe à côté du réel. François Calfon. Non, ce qui est d'un fait, puisqu'on va du débat polémique à quelque chose de plus structurel, c'est que le travail paye de moins en moins. Dans le rapport capital-travail, le capital, et ça c'est les chiffres qui sont incontestés, le capital gagne beaucoup plus de travail. Ensuite, c'est vrai qu'on a toute une protection sociale, pas simplement la fiscalité, qui repose sur le travail. Vous payez des cotisations sociales sur le travail, vous payez une CSG dévorante sur le travail. Non, mais il y a ceux qui ne payent pas de cotisations, qui bénéficient de la redistribution. Je sais très bien que pour vous, la vraie concurrence du travail, c'est l'assistance. Et en France, nous avons des... c'est vrai. Non, vous me faites dire des choses que je vous ai pas dit, mais bon, c'est pas grave. Je sens bien qu'on tord la bouche. Quand je dis que le rapport capital-travail s'est tordu vous esquivez la question des classes moyennes, je trouve, François. Vous esquivez cette question. Il y a 2 tranches de pain et une tranche de jambon qui se rétrécissent, c'est le travail. Et de l'autre côté, il y a des filets d'assistance sociaux qui sont relativement et même particulièrement généreux. Et il y a toutes choses étant égales par ailleurs. Et il y a une concurrence qui est réelle entre les revenus du travail et les revenus d'assistance. Et moi, je ne suis pas contre, sauf quand c'est un propos polémique, n'est-ce pas, de mettre au cœur, j'entendais M. Roussel dire la même chose, au cœur la notion d'un travail qui paye, d'un travail pour tous. Oui. Mais on célèbre, avec raison, le filet social en France. Mais le fait est qu'il y a quelquefois, le filet devient hamac. Le hamac social existe aussi. Et je pense que fondamentalement, ce sentiment, qu'il n'y a pas que sentiment, encore une fois, entre deux côtés, le fait qu'il est possible globalement de vivre grâce aux aides, grâce à la perfusion étatique. Et de l'autre côté, le fait qu'une partie de la population travaille, mais ne parvient pas à s'enrichir, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas toujours davantage. Ça, c'est une donnée structurelle, je crois. Or, cela dit, la tentation est fréquente à gauche comme à droite, de dire oui, mais c'est la faute du 1%, c'est la faute du grand capital. Et qu'on fasse la critique du capitalisme qu'on veut, je ne suis pas contre. Mais sur le fond des choses, la partie centrale, c'est que la pressurisation des classes moyennes vient aussi d'une surfiscalité. Or ça, on peine à le nommer parce qu'on a l'impression que lorsqu'on critique les impôts trop élevés, la charge fiscale, le fait d'être dévalisé par les impôts d'une manière ou de l'autre, on a l'impression de basculer dans l'ultralibéralisme. Il y a une lecture politique aussi, François Calfon. Qui nous avait pas échappé. Non, mais voilà, c'est qu'Emmanuel Macron, son camp, je pense Gabriel Attal, font le constat que les classes moyennes, c'est-à-dire, déciles 3, 4, 5, aujourd'hui, ne votent pas Emmanuel Macron, considérant qu'effectivement, celui ou celle qui la défend le mieux, c'est plutôt Marine Le Pen, le Rassemblement National, par exemple. Et la NUPES. Si vous regardez, il y a une tripartition. C'est plutôt les catégories sociales élevées qui votent pour Emmanuel. Mais c'est pas les mêmes classes moyennes. Attendez, j'essaie de développer un propos. Catégories sociales élevées qui votent pour Emmanuel Macron, plus les retraités, en clair. Mais les gens ont une vision frappée au coin du bon sens. Pourquoi ? Parce que par exemple, sur la question fiscale entre les grandes et les petites entreprises, ils ne payent pas du tout la même chose. Les grands groupes ont une fiscalité réelle à 8%, quand les petites entreprises sont encore à 28, 29%, sans compter le coût d'énergie dont on parle. Restons sur la classe moyenne, si vous voulez bien, parce qu'après ça devient trop vaste, on s'égare un peu. En gros, est-ce qu'elles ne votent pas Emmanuel Macron? Est-ce qu'elles ont raison? Oui, plutôt. Parce que, par exemple, la réforme des retraites qui est devant nous est une réforme qui est profondément injuste, qui va taper beaucoup plus les gens qui ont travaillé très jeunes. Je vous rappelle que c'est lui qui a supprimé les critères de pénibilité, que les gens qui sont rentrés tardivement sur le marché du travail. Typiquement, les gens qui ont vécu beaucoup plus que des études du travail. Donc oui, il y a un sujet qui est celui-là. Et derrière ce que dit M. Attal, il y a une stigmatisation de ceux qui sont dans, comment vous dites, je ne sais plus quel est votre terme, bref, ceux qui vivraient généreusement des revenus d'assistance. Je rappelle quand même un chiffre, il y a plus de 30% des gens qui devraient bénéficier du RSA qui ne vont même pas le chercher. Mais sur les classes moyennes, si je peux me permettre, vous dites quel parti finalement réussit à exprimer les préférences ou les inquiétudes des classes moyennes. C'est pour ça qu'il faut en parler au pluriel, inévitablement. C'est-à-dire les classes moyennes du public, les classes moyennes du privé et les classes moyennes supérieures, métropolitaines, qui elles s'imaginent appartenir à l'overclass mondialisée quelquefois, et ça ne donne pas la même affiliation politique. Donc classe moyenne ne s'écrit qu'au pluriel aujourd'hui. C'est vrai, l'un des introuvables classes moyennes, c'est vrai que tant de choses ont été écrites sur elle. Merci Mathieu Bock-Côté, merci François Calfon, nos éditorialistes du mardi. Bonne journée à tous les deux, 8h.